Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée aux élections fédérales. L'objectif de ce programme est de revenir en compagnie des deux élus du district de Nyon sur les 19 sièges que compte la députation vaudoise au Parlement. Et aujourd'hui, nous recevons Olivier Feller, le PLR. Olivier Feller, bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes bien remis de cette campagne? C'est bon, vous avez pu retrouver vos dossiers? J'ai pu me remettre au travail au niveau professionnel. Une campagne absorbe, il faut être sur le terrain. Alors c'est un plaisir, hein, ça permet d'avoir des contacts, de faire des rencontres, mais peut-être qu'on accumule un peu de retard sur le plan professionnel. Donc je suis un peu en train de rattraper ce retard. Voilà, vous êtes très actif, hein, mais je vous propose de revenir en premier justement sur le résultat de ces élections avec deux enseignements. D'une part, l'Office fédéral de la statistique ne dit pas toujours la vérité, et d'autre part le recul des Verts. Alors tout le monde le soir du 22 octobre croyait que le PLR n'était plus la troisième force politique nationale, que le centre vous avait dépassé, et puis il y a eu un rétropédalage. Ouf, vous êtes bien cette troisième force politique. Alors, est-ce que ça a beaucoup discuté au sein de votre parti? Est-ce qu'il y avait tout de même un enjeu là derrière? Il y a un enjeu important pour mon parti, parce que la formule magique telle qu'elle existe aujourd'hui, est-ce qu'elle existera encore sous cette forme pendant de nombreuses années, j'en sais rien, mais la formule magique telle qu'elle existe aujourd'hui prévoit que les trois plus grands partis ont 2 sièges au Conseil fédéral et le 4e parti occupe 1 siège au Conseil fédéral, et la donne aurait pu complètement changer. Donc l'erreur qui n'était pas fondamentale, mais l'erreur en l'occurrence a modifié quand même un certain nombre d'analyses, et certains commentateurs, certains de vos confrères, certaines de vos consoeurs ont dû revoir aussi leur analyse et leurs commentaires. Sur un plan plus général, ce qui s'est passé est assez inacceptable. L'Office fédéral de la statistique devrait prendre des mesures. Alors je sais que le Conseil fédéral a ouvert une enquête. En Suisse, quand quelque chose dysfonctionne, on ouvre une enquête. Et puis 6 mois, 1 année plus tard, lorsque l'opinion publique pense à autre chose, il y a les conclusions de l'enquête qui sont publiées et ça n'intéresse plus grand monde. Dans d'autres pays, je pense que les sanctions seraient beaucoup plus brusques et beaucoup plus, beaucoup plus visibles. On verra ce que l'enquête concernant ce couac à l'Office fédéral des statistiques, ce que cette enquête dévoilera. J'espère que des sanctions sont prises, parce que c'est quand même grave du point de vue de la crédibilité des institutions. C'est vrai que cette formule magique, comme vous dites, elle est souvent remise en cause, notamment par des partis, notamment par les Verts qui veulent entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de conseillers fédéraux, par exemple? Mon fort intérieur, mais pas seulement mon fort intérieur, je l'ai aussi écrit, je pense que pour un pays de bientôt 9 millions d'habitants, pour un pays qui a un certain poids économique, qui est au cœur de l'Europe sur le plan géographique, le fait d'avoir 7 ministres, ce n'est pas assez. En comparaison avec d'autres pays, vous avez le ministre de l'Agriculture, qui est aussi ministre de l'Économie, qui est aussi ministre de la Formation, qui est aussi ministre du Logement, qui est aussi ministre de la Recherche. Je viens de citer Guy Parmelin et je n'ai pas cité toutes ces tâches. Dans d'autres pays, y compris des pays relativement petits, eh bien, toutes ces tâches seraient réparties dans plusieurs ministères. Donc, à mon avis, il faudrait passer à 9 conseillers fédéraux et 9 conseillères fédérales, mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Ce qu'on craint, c'est évidemment une pléthore administrative, parce que chaque conseil fédéral a besoin d'un état-major, d'un secrétariat général. Donc, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, mais il me semble qu'à terme, on devra quand même se poser la question d'une réforme du gouvernement. Second grand enseignement de ces élections fédérales, c'est le recul des Verts. Alors, quelle est votre vision sur est-ce que c'est la fin de la vague verte? Bon, en Suisse, il y a des changements ou des révolutions, mais un peu dans la continuité. C'est-à-dire ce que les Verts ont gagné, c'est un peu les socialistes... ce que les Verts ont perdu, pardonnez-moi, c'est un peu ce que les socialistes ont gagné. Mais c'est vrai que la chute des Verts est le principal enseignement de ces élections. Ça montre bien qu'en politique, ça vaut pour les partis comme pour les individus, il faut durer. On peut rapidement devenir connu, on peut rapidement avoir du succès et rapidement chuter à nouveau. Il me semble que
la préoccupation climatique, objectivement, reste d'actualité, et cela dans de très nombreux partis, mais il me semble que les Verts ont pâti de peut-être certaines expressions extrêmes de cet attachement à la durabilité. Je pense à ces jeunes qui se collent les mains. C'est rigolo, mais ça agace beaucoup l'opinion publique, notamment l'opinion publique à gauche, qui préfère, dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat, qui préfère peut-être voter socialiste que vert. Et puis notamment aussi les électeurs, finalement, qu'on a peut-être un peu marre de ces actions coup de poing, et puis qui reviennent à des partis beaucoup plus classiques, qui eux-mêmes ont pris la cause écologique à bras-le-corps, ce qui n'était peut-être pas d'actualité avant. C'est aussi un de vos enjeux personnels, vous, la cause climatique. Je parcourais un petit peu vos interventions, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça fait partie de l'ADN du politicien Olivier Feller. Je crois aujourd'hui on ne peut guère faire abstraction des enjeux environnementaux, des enjeux liés à la biodiversité, des enjeux liés au dérèglement climatique, qui en plus est accompagné maintenant d'un enjeu de sécurité énergétique. Donc il y a toute une série de motifs qui exigent une prise au sérieux des causes environnementales et écologiques. Il s'agit non seulement de lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi d'assurer durablement la sécurité énergétique dans notre pays. Donc c'est une sacrée gageure. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre, mais j'ai toujours fait partie de ceux dans mon parti qui ont soutenu un certain nombre de législations, un certain nombre de textes, un certain nombre de mesures. Je préfère évidemment l'incitation, l'innovation. Je crois en la recherche scientifique, je crois au progrès scientifique. Je préfère cette approche à la contrainte et aux taxes. Et c'est ainsi que mon parti essaye de tenir compte de la durabilité, mais c'est un élément essentiel qui fait partie d'ailleurs d'une croissance économique durable. Alors sur vos combats et puis sur ce qui fait justement votre ADN de politicien, comme je le disais, on va y revenir, mais je vous propose de revenir à votre élection. Alors, vous êtes connu comme le loup blanc dans ce district et vous avez réussi une très belle élection avec des chiffres supérieurs à celles d'il y a 4 ans. Je suis très reconnaissant. Alors ça, c'est encourageant, mais ça engage aussi. C'est vrai qu'il y a un lien de complicité amicale et politique entre le district Nyon, entre la population du district de Nyon et moi qui perdure. Et je ne peux que ressentir que de la gratitude pour ce lien qui, élection après élection, non seulement subsiste, mais comme vous le dites, peut même se renforcer. Alors bon, je suis un représentant assez classique du centre-droite, de la droite libérale, républicaine, comme on dirait en France, et c'est peut-être aussi la sensibilité politique, encore aujourd'hui, d'une majorité du district de Nyon. C'est ce qui explique peut-être aussi le fait que le district me porte. Et je suis un enfant de la région. Je suis allé à l'école dans le district Nyon, j'ai fait mon gymnase dans le district Nyon, j'ai commencé ma carrière politique au conseil communal de Genolier, et ça crée un lien durable et qui m'honore, mais qui m'engage aussi parce qu'il faut tenir dans la durée. Alors justement, vous êtes arrivé 7e meilleur élu du canton sur les 19 représentants, 3e du PLR avec après votre championne Jacqueline de Quattro, et en premier, il y avait Pierre-Yves Maillère, PS. Les premières places ont été trustées par le PS. Et puis ensuite, le PLR, puis ensuite les autres partis. Alors, on voit ici la répartition, le nombre de suffrages obtenus par les élus. Là encore, quelle est votre analyse sur ces élus vaudois, ces 19 élus? Bon, nous connaissons le système proportionnel. Donc, oui. Il y a une part, et cela vaut pour tous les candidats, pour toutes les candidates, pour tous les élus, il y a une part des suffrages qui est apportée par le parti. Donc plus le parti est fort, plus un élu aura naturellement de voix. Et puis ensuite, il y a une part, évidemment, personnelle. Je prends l'exemple de Pierre-Yves Maillard. Non seulement il a
un socle de base de voix lié à son parti, qui a obtenu 6 sièges, mais en plus, alors, il a un mérite personnel particulier pour obtenir entre 73 et 74 000 suffrages au Conseil national. Pour ma part, je suis très reconnaissant concernant ces 46 717 suffrages, parce que c'est un peu plus qu'il y a 4 ans, alors que le socle de base de voix apporté par mon parti a diminué, puisque, hélas, nous avons perdu un siège. Donc, pour ma part, je suis très reconnaissant de ce score. Ce qui est aussi intéressant, mais c'est tout à fait démocratique et conforme à la Constitution et à la loi, mais on peut constater que, au fond, le meilleur élu, Pierre-Yves Maillard, a plus de 73 500 voix, et Madame Chappuis en a 7 600. Je pense que si on regarde ce tableau, ça laisse interrogateur. Donc il y a toute une série de candidats qui ont eu bien plus que 7 616 voix et qui ne sont pas élus. Alors c'est conforme au système. Est-ce que c'est un système encore sain? La question peut se poser. Oui, il y a des discussions qui disent qu'il faudrait passer à un autre système, avec un nom assez compliqué, mais en gros, on prendrait toute la Suisse pour compter les voix, puis ensuite il y aurait la répartition à l'intérieur des cantons pour les sièges des élus. Ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est une élection double, des partis, mais tirés par des personnalités. Est-ce que, quand on voit ces chiffres, est-ce qu'on se rassure, est-ce qu'on rassure son ego quand on voit qu'on a plus de 46 000 personnes sur le canton qui ont voté pour soi? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En politique, en tout cas lorsqu'on en fait durablement, il y a des moments de joie, et puis parfois il y a aussi des moments de tristesse. Alors, il faut savoir supporter les moments de tristesse, savoir les digérer, puis rebondir. Et puis, il faut être joyeux, mais pas non plus sombrer dans l'extrême, n'est-ce pas, ou dans l'excès. Donc oui, je suis reconnaissant, mais cela engage aussi. Vous savez, peut-être il y a 20 ans, quand j'avais 29 ans, me voir sur une affiche, ça me faisait du bien, ça me faisait vibrer. Aujourd'hui, me voir sur une affiche... Ouais. Quand on gagne un peu en maturité, on est peut-être moins sensible aux éléments extérieurs. Une élection, ça a quelle place dans votre cœur? Est-ce que c'est juste un moyen pour faire de la politique ou c'est un objectif d'être élu? Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? C'est-à-dire, est-ce que c'est un outil pour poursuivre sa politique ou est-ce que c'est une finalité, l'élection? Je pense que c'est un peu les deux, parce que pour pouvoir porter des causes, pour pouvoir débattre, pour pouvoir défendre ses opinions, relayer les préoccupations de la population d'un canton ou d'un district, il faut être élu. Sans être élu, c'est difficile de le faire, en tout cas au niveau d'un parlement ou d'un gouvernement. Mais forcément, c'est une fonction à laquelle on peut être attaché. Je me plais parfois à dire que ne pas être élu à une fonction, quel que soit l'échelon, ça peut être dans un parti, ça peut être dans une commune, ça peut être au Parlement fédéral, ne pas être élu, c'est une déception et ça peut faire mal pendant quelques semaines. Ne pas être réélu à une fonction alors qu'on a envie de continuer de l'exercer, ça c'est assez dévastateur et ça prend, je pense personne ne me contredira, mais ça prend généralement plusieurs semaines ou plusieurs mois pour le surmonter. Alors évidemment, quand on voit qu'on est réélu et qu'on est même bien réélu, ça fait du bien. Oui, il y a cette formule toute faite, des gens qui ne sont pas réélus et qui disent je vais poursuivre la politique autrement. Est-ce qu'on peut poursuivre la politique autrement quand on a été à des fonctions telles que la vôtre et puis que finalement on est un petit peu désavoué par le peuple? Bon, le premier acte politique, c'est d'aller voter. Vous me direz que c'est un acte peut-être modeste par rapport à la possibilité de siéger au Conseil national, mais c'est le premier acte. Et puis ensuite, il y a quand même l'engagement dans ce qu'on appelle les corps intermédiaires, dans le monde associatif, quel qu'il soit. On peut défendre des causes idéales, des causes matérielles, des branches économiques, on peut défendre la cause des travailleurs. Donc il y a d'autres formes d'engagement qui sont possibles, mais c'est vrai que dans notre démocratie, la forme la plus aboutie et la plus diversifiée de l'engagement citoyen, ça passe quand même par une élection et à mon avis surtout dans un parlement où l'on a une liberté de parole qui est encore un peu plus grande que dans un gouvernement qui en Suisse fonctionne collégialement. Finalement, c'est quoi le job d'un conseiller national? Qu'est-ce que vous faites? Ce qui est passionnant, c'est qu'on fait plein de choses différentes. Parce qu'on doit s'intéresser à des projets de loi et parfois
à un chiffre d'un alinéa d'une disposition légale qu'on est en train d'examiner dans une commission parlementaire. Donc ça peut être un travail technique où il faut essayer déjà de comprendre ce qu'on nous propose, de créer des alliances, peut-être de poser des questions critiques à l'administration qui nous propose ces dispositions. Il y a ensuite l'élément de communication, n'est-ce pas ? Savoir écrire, savoir parler aux gens, ne faire pas trop mauvaise impression sur un plateau de télévision si possible. Donc il y a tout l'élément de la communication. Et puis je pense qu'il y a aussi le lien avec la population. Je veux dire que souvent... Vous l'avez encore à ce niveau-là ? J'essaye de l'avoir et souvent des idées que je retranscris dans une motion ou dans une intervention parlementaire à Berne, c'est souvent des idées, soit qui m'ont été soufflées par quelqu'un dans la population, soit qui ont germé dans le cadre d'une discussion. Alors, il m'arrive aussi d'avoir des idées tout seul, mais souvent le contact, la discussion, l'échange, souvent cet échange est fécond et peut conduire à une proposition ou à une interrogation que l'on adresse au Conseil fédéral. Donc oui, ce lien avec la population en Suisse, il me semble qu'il est encore possible et j'ai la chance d'être un parlementaire de corps de milice, donc j'ai un emploi, je suis très reconnaissant de l'avoir, ça me permet d'être en lien avec toute une série de milieux, je dirige la Chambre vaudoise immobilière, alors c'est du travail, mais cet emploi me permet aussi de m'ouvrir un peu à la réalité de certaines branches économiques et je tiens à garder le lien avec la population. Et ce lien, vous le gardez au travers de votre engagement au premier échelon de la démocratie suisse, puisque vous êtes toujours, sauf erreur, conseiller communal à Genolier. Je suis resté conseiller communal à Genolier, j'y siège depuis l'âge de 20 ans. Parfois, je me demande ce que ça traduit de moi. Enfin, peut-être qu'une analyse de mon... je sais pas, peut-être une psychanalyse serait exagérée, mais on pourrait analyser, est-ce que ça traduit une sorte d'attachement, une volonté de rester jeune à Genolier, un jeune homme à Genolier ? Je ne sais pas, mais j'y prends du plaisir. Parce qu'au fond, l'engagement politique, il a la même valeur au niveau fédéral ou dans une commune comme Genolier, simplement les dossiers sont différents. Et même le fonctionnement d'un conseil communal est à vrai dire très comparable au fonctionnement du Conseil national. Simplement, au Conseil national, au fond, c'est davantage huilé, il y a plus de personnes, il y a plus de règles, mais les grands principes, il y a un président, une présidente, il y a des gens qui discutent et puis qui votent, et puis il y a des scrutateurs, et puis parfois le gouvernement, on lui donne raison, parfois on lui donne tort. Au fond, c'est exactement ce qui se passe dans les communes et c'est ce qui se passe au Conseil national. Donc il y a beaucoup de points de comparaison possibles. Et vous, vient d'où cet engagement ? Alors vous avez été, comme vous venez de le dire, conseiller communal à 20 ans, mais d'où ça vient ce virus de la politique ? Vous avez toujours été comme ça ou... Alors ça a commencé au gymnase de Nyon, j'étais membre du comité du conseil des élèves. Donc l'idée déjà, qui m'animait, c'est de représenter mes collègues, mes amis, mes copains, copines de gymnase, notamment auprès de la direction du gymnase, et puis peut-être m'engager pour la communauté. Ce qui est très particulier en politique, et c'est rare de trouver... Alors il y a peut-être d'autres formes d'engagement politique, où c'est possible aussi, mais c'est particulièrement vrai pour le Parlement, c'est au fond vous vous intéressez à des causes qui ne vous touchent pas forcément directement. On a tous besoin, disons, d'une vie personnelle, d'un équilibre personnel, le cas échéant d'une vie familiale, une vie professionnelle, on est bien obligé de gagner sa vie, on a besoin de contacts sociaux, donc d'amis. Mais au fond, la politique, ça vous permet de vous intéresser à des objets qui ne vous touchent d'aucune manière personnellement. Lorsque je me dis qu'il faut prendre des mesures pour diminuer le nombre de braquages des bancomates, c'est une dernière mesure que j'ai prise d'entente avec un certain nombre de milieux de la sécurité, lorsque je dépose un tel postulat, moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas propriétaire d'un bancomat, je ne suis pas banquier et je n'ai aucun intérêt économique dans la construction de bancomates. Donc voilà, mais je défends une cause parce que je pense que cette cause est juste. J'ai pris un exemple au hasard. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est très particulier dans l'engagement politique. Mais est-ce que vous vous souvenez, j'allais dire, du point de bascule, du jour où vous vous êtes dit, je vais vraiment m'engager, je vais prendre ma carte dans un parti, et puis je vais choisir tel parti. Comment ça s'est fait, ce processus ? La volonté d'engagement, la volonté de représenter les autres dans une autorité ou dans un conseil, dans un cénacle,
le besoin de se dépasser soi-même pour s'intéresser à la communauté dans laquelle on vit, ça, c'est difficile de dire comment ça naît. En tout cas, chez moi, c'est né... un événement qui a fait que vous avez décidé de vous investir. C'est né au gymnase. J'ai l'impression que je suis entré au gymnase comme adolescent et j'en suis sorti adulte. Et donc, c'est là que je suis un peu devenu, entre guillemets, celui que je suis, même si on change évidemment chaque année, chaque mois, chaque seconde, paraît-il. Mais enfin, c'est là que je suis devenu un peu, celui qui a un goût pour la chose publique. Ensuite, bon, assez classique. Moi, je suis au fond, j'ai construit mon parcours de façon assez classique, lentement mais sûrement, en commençant par le conseil communal. Et puis ensuite, je suis devenu membre du Parti radical. J'étais naturellement de droite, voilà. Et puis déjà au gymnase. J'étais déjà à droite au gymnase, oui. C'est rare, hein. Généralement on est plutôt à gauche, on défend des causes sociales. C'est vrai. Pourquoi je l'ai été? Est-ce qu'il y a une influence familiale? Est-ce qu'il y a la... On parlait de politique chez vous, beaucoup? Oui, on parlait de politique. Mon père était conseiller communal à Genolier, puis il était aussi radical, mais disons, il n'a pas eu un engagement politique majeur, si ce n'est la présence au conseil communal pendant quelques années. Mais nous parlions beaucoup de politique, puis j'ai toujours cru que l'individu l'emportait sur l'ensemble. Enfin, l'individu a plus de poids, plus de valeur que les masses. Mais là, je vulgarise de façon outrancière une pensée que certains philosophes ont développée de façon bien plus subtile. Mais c'est peut-être cette foi en la liberté, en l'individu, la liberté d'action, la liberté de l'individu de forger sa propre vie. Ça, ce sont probablement des valeurs qui m'ont, à mon jeune âge, déjà mu dans mon engagement. Et puis, alors là, je suis devenu radical. J'ai hésité entre le Parti libéral et le Parti radical. Et vous avez eu de la chance, ils se sont réunis. C'était idéal pour moi. Vous êtes un radical, un PLR ou un libéral? Un PLR. Ça me va très bien. Oui, j'étais un radical proche des libéraux. J'ai bien aimé les radicaux parce que les radicaux avaient un lien encore avec le monde paysan, avaient un lien avec les petits patrons. Ils ont fait la Suisse. Ils ont fait la Suisse, alors il y a en plus quelque chose d'historique, 1848, mais en lien avec pas seulement, comment dirais-je, des branches économiques très prospères, mais aussi des petits patrons du domaine de la construction, de l'agriculture, et ça m'a attiré à l'époque. Mais j'ai toujours été un radical assez proche des libéraux. Je me souviens, un prof de gymnase, un prof de français, me disait vous allez faire la politique, si vous êtes de droite, vous devriez devenir libéral, si vous êtes de gauche, vous devez devenir socialiste. Bon, je suis devenu ni l'un ni l'autre, je suis devenu radical, et le PLR, cette fusion était pour moi idéale. Aujourd'hui, j'adhérais au PLR, ça correspond vraiment à mes valeurs et à mon engagement. Alors justement, ces valeurs, cet engagement, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive dans la politique? Quels sont les dossiers sur lesquels vous dites c'est bon, je suis dedans, c'est moi ça, c'est des causes que je dois défendre? Je pense que le Parlement, il n'a pas seulement pour mission de légiférer, mais le Parlement, une de ses grandes missions, c'est aussi d'interroger le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir exécutif. Et je crois beaucoup aux contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, c'est le Parlement, c'est les médias, je vous le dis, non pas pour vous flatter, mais parce que c'est vrai, ce sont les juges, la justice, et ce sont aussi ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire le monde associatif, le patronat, les syndicats, la SLOCA, enfin, tout ce qui regroupe finalement un certain nombre de personnes, mais qui n'est pas étatique. Ça, ce sont les contre-pouvoirs. Et une des missions d'un parlementaire, c'est pas seulement de multiplier les couches légales, c'est aussi d'interroger et de mettre le doigt sur un certain nombre de dysfonctionnements. J'essaye de le faire en matière d'assurance maladie obligatoire avec mon collègue centriste Vincent Maître. J'essaye de le faire dans d'autres domaines. Je l'ai fait par exemple dans le cadre du scandale Carte Postale. Donc je fais partie des parlementaires. Alors ça ne vaut pas que des amis au Parlement et dans l'administration. Mais je fais partie de ceux qui ne cherchent pas seulement à multiplier les lois, mais aussi à contrôler le pouvoir. Et c'est une des missions essentielles que le Parlement pourrait encore mieux exercer. Alors justement, vous parlez d'amis et d'ennemis. Vous êtes un grand soutien des chaînes régionales, notamment de New Région Télévision. Puis là, il y a un dossier qui arrive bientôt, c'est cette fameuse redevance, avec bien une redevance proposée par un comité référendaire à 200 francs, une contre-proposition du Conseil fédéral à 300 francs. Comment vous vous situez, soit par rapport à cette initiative, soit par rapport
à ce contre-projet. 300 francs, c'est trop, 200 francs, c'est assez. Est-ce qu'il faut soutenir la SSR encore ? Alors, nous avons besoin d'un service public de qualité. Je suis convaincu qu'il faut un service public et dont le financement doit être particulier. Maintenant, le montant de la redevance dépend des missions que l'on donne à la SSR. Et l'erreur de l'initiative, c'est de dire on fixe un montant et puis après on verra bien ce que fait la SSR. Je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut d'abord revoir le cas échéant la stratégie ou cadrer la stratégie, cadrer les missions et en fonction des missions, donner les moyens nécessaires. Ça, la réflexion générale. Ce qui m'inquiète, c'est que cette initiative a quand même quelques chances de succès. Parce que la population aujourd'hui est davantage critique vis-à-vis des médias qu'il y a 20 ou 30 ans. Elle est d'ailleurs davantage critique vis-à-vis du politique aussi qu'il y a 20 ou 30 ans. On assiste à un phénomène d'érosion du pouvoir d'achat. Donc cette initiative a quelques chances de succès. Donc il faut un contre-projet, disons, qui a un peu de substance. Et là, il me semble que le Conseil fédéral a trouvé une voie qui n'est pas, qui est plutôt opportune. Le vrai problème, c'est que NRTV ne bénéficie pas du produit de la redevance. Est-ce que ça, sur le plan régional, c'est une question qui interroge? Et puis, les éditeurs privés, certes, ce sont des éditeurs privés, mais au fond, ces éditeurs font aussi un travail politique d'intérêt général, politique, culturel, économique d'intérêt général. Ils bénéficient aujourd'hui d'une aide indirecte à la presse au travers d'une réduction des tarifs postaux. Mais enfin, ça c'est un peu old style, hein. Ça date d'il y a plusieurs décennies. Et on peut se demander si le produit de la redevance à terme ne devrait pas être mieux réparti entre les différents acteurs. Donc plus de poids pour les télévisions régionales à terme, si je vous Vive NRTV. Vive NRTV. Autre événement important qui va avoir lieu durant la session d'hiver, qui aura lieu ce faire du 4 décembre au 22 décembre, c'est l'élection du Conseil fédéral, le départ d'Alain Berset, avec un Vaudois qui est en lice. Alors, est-ce que vous allez soutenir ce Vaudois socialiste, Roger Nordman, ou comment vous allez voter Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire une confidence, c'est que nous avons tous, en tant qu'élus, une image. Et puis parfois, on a des fans, mais on a aussi des gens qui nous détestent. C'est mon cas, c'est le cas de Roger Nordman, mais disons, humainement et intellectuellement, nous sommes toujours bien entendus. Donc j'ai plutôt et nous le connaissons depuis longtemps, je lui dois de justesse un peu le respect, mais nous avons presque le même âge. On verra si le groupe parlementaire socialiste le retient sur le ticket. Ça, c'est toujours la première étape qu'il faut franchir. Il faut être sur le ticket Mais composé. Vous allez voter vaudois ou bien ça n'entre pas en ligne de compte pour vous? C'est vraiment la compétence? Il y a un petit côté chauvin quand même? Pas chauvin, mais je suis élu par la population vaudoise et je cherche, je veille et je fais en sorte, ou j'essaie de faire en sorte que les intérêts vaudois soient le mieux possible pris en compte à Berne. Et ça passe aussi par un certain nombre de représentants dans le pouvoir administratif, voire dans le pouvoir exécutif qu'est le Conseil fédéral. Mais si Roger Nordman n'est pas retenu sur le ticket, par hypothèse, du Parti socialiste, je ne vais pas me mettre à voter pour lui. L'usage, c'est qu'on vote pour des candidats retenus par leur propre parti. Et nous avons déjà un Vaudois au Conseil fédéral. L'usage, même si ce n'est plus une contrainte constitutionnelle, mais l'usage, c'est aussi de ne pas avoir plus de 2 représentants, pas plus d'un représentant par canton. Et là, ça ferait 2 Vaudois, ce qui paraîtrait beaucoup. Mais on verra. On peut rêver. S'il est retenu sur le ticket socialiste, je pense que le vote pour Roger Nordman, de ma part, est une option sérieuse. Alors, il y a une autre personne que vous connaissez depuis très longtemps, c'est la seconde élue du district de Nyon au Conseil national, Céline Weber, avec qui vous étiez au gymnase et apparemment avec qui vous avez aussi mené campagne durant ces élections fédérales. Là, vous êtes presque en train de trahir un secret, parce qu'elle était candidate au Conseil des États, et moi j'ai soutenu le candidat. Non, il est vrai que nous nous sommes parfois baladés ensemble dans notre région, parce qu'au-delà des débats politiques et des causes, il y a aussi beaucoup d'humains dans la vie politique. Et c'est vrai que Céline Weber et moi, nous nous sommes connus au gymnase. Elle avait déjà du goût pour
le débat politique, moi aussi. Et on se retrouve aujourd'hui au Conseil national en étant issu du même district. Ça fait plaisir de voir que le gymnase de Nyon a réussi à produire ces 2 conseillers nationaux. Il y en a d'autres d'ailleurs. Jessica Jacquot, qui n'habite plus dans le district de Nyon, est également un produit du gymnase de Nyon. Donc si vous voulez faire de la politique, faites votre apprentissage ou bien votre maturité ou votre diplôme au gymnase de Nyon ou à l'école professionnelle. Ça peut conduire à de bons résultats politiques. Voilà, Céline Weber, on aurait rêvé de la voir en même temps que vous sur le plateau. Elle n'est pas là, mais elle vous a posé une petite question qui va être juste devant vous. Voilà. Alors, je la lis. Voilà, 12 ans que tu défends avec passion les couleurs du Pellervaux à Berne. Quelle est la victoire dont tu es le plus fier et le combat que tu défendrais avec le plus de ferveur si tu devais te concentrer sur un seul? Quelle est la victoire dont je suis le plus fier? C'est une question difficile, mais spontanément, j'ai réussi, mais ça a duré 7-8 ans, avec d'autres, parce que les combats sont toujours collectifs, mais l'initiative portait mon nom. J'ai réussi à faire, je résume, à faire baisser la TVA que doivent payer les organisations sportives et culturelles gérées bénévolement. Alors c'est une petite modification dont on n'a pas beaucoup parlé dans les médias, mais dont les milieux sportifs ont entendu parler. C'est une petite modification de la loi sur la TVA qui permet aux organisations sportives, le FC Genolier-Beugnin par exemple, de payer moins de TVA ou de payer la TVA à partir d'un montant plus élevé, ce qui est bon pour, disons, le bénévolat, pour l'intégration des jeunes. Donc, spontanément, je dirais que c'est une petite victoire personnelle dont je suis fier. Enfin, fier. Ouais, je suis content d'avoir porté. Et puis, le combat que tu défendrais avec le plus de ferveur si tu devais te concentrer sur un seul. Je crois que je vais lui répondre qu'au fond, le combat que j'aimerais porter, c'est un combat commun qu'on pourrait porter ensemble, en lien avec le district de Nyon. Nous avons 4 ans devant nous et je suis sûr qu'on peut trouver une cause à porter ensemble pour le bien de la population du district de Nyon. Eh bien voilà, puis si vous aviez vous-même une question à poser à Céline Weber que nous recevrons ce jeudi, ce serait laquelle? Céline Weber a un esprit libre. Alors, elle est membre d'un parti. Elle se positionne dans son parti plutôt à droite. Les Verts libéraux au Parlement fédéral sont plutôt de centre-gauche. Elle se positionne plutôt à droite. Comment elle, qui a été élue au Conseil national il y a relativement peu de temps, comment elle vit, au fond, sa liberté d'esprit, qui est une grande qualité, et les contraintes liées à la présence dans un groupe parlementaire, parce que forcément, pour tous les élus, c'est une contrainte. Eh bien, c'est la question que nous lui poserons jeudi. Olivier Feller, merci beaucoup de nous avoir accordé cette demi-heure dans votre agenda chargé. On rappelle que c'est parti pour 4 ans, là, désormais, que la prochaine session débute le 4 décembre, et puis que vous êtes content finalement de revenir à vos dossiers. C'est le cas. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, et l'on se retrouve donc jeudi prochain en compagnie de la Verte libérale. Céline Weber, c'était la première de ces 2 émissions spéciales consacrées aux élections fédérales 2023. Merci de les avoir suivies. Ciao, ciao.